Khalas, c'est quoi? Assez, ça suffit. Alors, pourquoi est-ce qu'on a choisi Khalas pour nommer ce podcast? Parce que donc sa signification illustre assez bien la ligne du podcast. Qui est d'inviter, de recevoir, d'écouter des personnes qui secouent un peu le cocotier, Qui ruent dans les brancards, qui font sécession, qui tapent le poing sur la table, qui allument des feux de ci, de là, qui bougent. et qui ont envie de s'exprimer. Des activistes, évidemment, des francs-tireurs. Qui œuvrent et qui vont partager avec nous leurs réflexions, leurs modes d'action, leurs stratégies pour contourner, dévier, faire bouger le cours des choses, corriger les maux du système, mettre en branle des personnes qui en ont assez. Pour ce premier épisode de Khalas, tu vas t'entretenir avec Sacha. La Tchétchénie où les personnages LGBT sont tués par le gouvernement, sont tués par leur propre famille. Je suis arrivée à Paris il y a une année. Je m'appelle Sacha, je suis une femme trans et j'ai fui le Caucase du Nord. Pourquoi j'ai pris la fuite? Parce que c'était impossible de changer mes documents. Parce que ma région était voisine de la Tchétchénie. La Tchétchénie où les personnes LGBT sont tuées par le gouvernement, sont tuées par leur propre famille. Parce que les personnes trans en Russie subissent des agressions verbales, physiques, systémiques tous les jours de leur vie. Parce que notre gouvernement est explicitement hostile envers les personnes trans. Parce que 90% de notre peuple nous considère comme malades. Je suis arrivée en France avec la croyance naïve que ça serait différent. Une année plus tard, cette naïveté ne tient plus. Les femmes trans sont enfermées dans les prisons pour hommes. Ça se passe où? En Russie, mais aussi en France. Les médecins sont punis par la loi pour avoir aidé des personnes trans. Ça se passe où? En Russie, mais aussi en France. Les meurtres de femmes trans sont ignorés. Ça se passe où? En Russie, mais aussi en France. Nos victoires sont fragiles. Nos victoires sont récentes. Nos victoires ne nous permettent pas la complaisance. C'est la fête aujourd'hui, la fête apolitique où on danse avec la police et les corporations. C'est apolitique parce que la police et les corporations seront les premières à nous écraser quand le vent tournera. C'est apolitique, c'est la fête, et c'est pour ça qu'on a 100 000 personnes aujourd'hui. On a peur de la politique. Bonjour Sacha, merci d'avoir accepté notre invitation. D'autant plus merci que nous ne nous étions pas rencontrés au préalable. Nous t'avions vu intervenir à une table ronde à la Gare des Mines en juillet dernier, dans le cadre du festival Comme nous brûlons. C'était autour de la place des femmes et des trans dans le monde. C'est pour ça que nous avons souhaité te rencontrer. Et là, je viens de lire la grande partie du discours que tu as toi-même lu à la dernière Marche des Fiertés. Quel effet ça te fait d'entendre ces mots dans la bouche de quelqu'un d'autre? Je pense que c'était fort. Je suis fier de ce texte. Réfléchissais beaucoup sur le fait à quel point la marche de fierté elle est apolitique en ce moment. À quel point c'est organisé par un petit clic, par un petit groupe de gens. C'est juste 10 personnes qui font partie de l'association inter-LGBT. Ils font des excuses que c'est une fédération d'associations qui font les décisions, mais je trouve que cette organisation elle est très très apolitique et par exemple moi je suis suivie en tant que demandeuse d'asile maintenant réfugiée, je suis suivie par l'association Ardis qui se bat depuis 20 ans pour les droits de personnes gays migrants, personnes LGBT migrants. Et Ardis est sorti de cette association il y a 2 ans en disant que la marche de fierté est devenue apolitique, que la marche de fierté ne protège pas les personnes les plus vulnérables et que la marche de fierté d'aujourd'hui ça rompt avec les principes de la marche de fierté, de la Pride, qui ont été établis par les militants des années au départ de l'existence de la marche de fierté. Et du coup, je partage complètement ce sentiment et c'est dans cet esprit-là, dans cette vision-là que j'ai écrit ce discours. Je trouve que la marche de fierté parisienne
elle voit comme son modèle les marches de fierté américaines, comme la marche de fierté à San Francisco, la marche de fierté à New York, où effectivement on marche avec les corporations, où on marche avec la police. C'est une marche de fierté très excluante parce qu'elle est apolitique et elle sert à rien, en fait. Il y a un sentiment agréable quand tu marches, mais politiquement, rien ne change. Après cette marche, c'est le plus grand rassemblement de personnes LGBT, mais ça n'a aucun impact politique. Mais du coup, je dis que Paris, la marche de fierté de Paris choisit comme son modèle San Francisco et New York, parce qu'en fait, San Francisco, c'est une ville soi-disant LGBT, mais elle est à la fois LGBT, mais en même temps, c'est une ville avec les loyers les plus élevés de l'Amérique. C'est très, très cher de vivre là-bas. Il y a beaucoup de sans-abri. 30% de jeunes sans-abri, ce sont des personnes LGBT parce qu'ils sont jetés dans la rue par leurs parents, par leur famille. Et après, il y a cette marche de fierté qui est devenue complètement politique et qui ne se bat pas pour ces personnes qui se trouvent sans logement, ces personnes vraiment les plus vulnérables. Et en fait, c'est devenu une marche pour le classe moyen qui peut payer le loyer à San Francisco, qui peut payer genre 3 000 € par mois. Mais ça exclut tous les autres, ça exclut les personnes racisées, ça exclut les migrants, ça exclut les pauvres. À ce propos, tes paroles font écho à un extrait que je comptais lire écrit par Béatrice Preciado, qui aujourd'hui donc s'appelle Paul, enfin est devenue Paul. Ça se trouve page 291 de son essai qui s'appelle Testo Junkie et qui raconte justement sa transition et son auto-administration de testostérone. Je vais lire l'extrait. Cela ne signifie pas que nous ne pouvons déjà plus utiliser le terme queer, mais que celui-ci a perdu une bonne part de sa charge subversive et ne peut plus servir aujourd'hui de dénominateur commun pour qualifier les processus de prolifération de stratégies de résistance à la normalisation. L'énonciation queer s'est vue ces dernières années recodifiée par les discours dominants. Parallèlement à ce processus de capitalisation à l'intérieur des mouvements minoritaires, les transsexuels, les personnes transgenres, les handicapés et les minorités raciales insiste sur le caractère central de la matérialité du corps, de la gestion de sa vulnérabilité et des possibilités de survie au sein des processus d'assujettissement et des agencements politiques. Est-ce que tu penses, comme Preciado, qu'aujourd'hui le terme queer a perdu sa charge subversive ? Le mouvement queer est plus subversif puisque c'est adapté par les corporations. Les mêmes corporations qui ne paient pas les salaires dignes à ces travailleurs. Et en fait, ça crée une situation très absurde qui est très présente aux États-Unis à la moindre degré en France, où les mêmes corporations comme par exemple Uber ou Lyft, les corporations de taxi, ils utilisent les personnes queer, les personnes LGBT dans leur publicité, dans leur campagne publicitaire. Et ils font ça beaucoup. Et en fait, si vous allez sur le compte Instagram de Uber, ils publient souvent genre, les témoignages des personnes non-binaires qui parlent à propos de leur genre. Et ça devient un peu chelou parce que c'est un compte de corporation qui fait un business, qui a des travailleurs, etc. Mais sur son compte, c'est comme si c'était un média indépendant, progressiste, queer, qui montre les témoignages des personnes marginalisées, etc. Mais du coup, vous voyez, il y a des campagnes très fortes publicitaires, genre avec les budgets de millions de dollars qui utilisent les personnes non-binaires, les personnes gays, les personnes trans, etc., les personnes handicapées aussi, toutes les minorités marginalisées. Mais en même temps, les mêmes compagnies, genre Uber et Lyft, elles sous-pèsent ces travailleurs et les conditions de travail détériorent. Et parmi ces travailleurs, il y a aussi des personnes queer. Il n'y aura jamais une publicité à propos d'une personne qui galère avec ses fins du mois, qui galère à survivre. Et
en effet, il y a cette adoption de LGBT comme mouvement identitaire, mais au départ, genre, le mouvement LGBT, c'était aussi genre anticapitaliste en vrai, et c'était vraiment la subversion de tout ordre social et de l'ordre économique aussi. Mais du coup, maintenant, c'est devenu juste un branding qui est nouveau, qui est en vogue, etc. Mais ça n'a plus le même sens qu'au départ. Je suis d'accord avec cette citation. Justement, puisque tu confirmes le diagnostic de Preciado, est-ce que tu mets en place des stratégies de résistance? Est-ce que tu as élaboré des techniques de subversion? Bah justement, je pense que déjà une bonne technique de subversion pour moi, ce que je pratique, c'est parler pas tellement de mon identité en soi, mais pas tellement de genre de mon genre, de mes réflexions sur le genre, parce que je pense que tout ça c'est très intéressant, c'est fascinant comme un thème de discussion, mais c'est pas ça ne menace pas l'ordre qui existe. Et du coup, si je parle avec quelqu'un, si je parle dans l'espace public, moi, je me concentre toujours sur les politiques de l'État économique avant tout, et les politiques sur la migration, par exemple, le racisme systémique, etc. Donc, je pense que c'est les choses qui sont plus importantes que les réflexions que je peux avoir sur le genre. Le fait que je sois une femme trans ou non, le fait que je sois binaire ou non binaire. En vrai, ça change pas l'ordre des choses, ça changera pas le fait qu'on pousse le monde envers sa destruction. Du coup, je pense que pour une bonne technique de subversion, ça serait vraiment pour toutes les personnes queer de ne pas se laisser être appropriées par les business, par les corporations, par les partis politiques aussi, pour ne pas être ce token, cet outil de représentation, cette seule personne trans qui est là et qui représente la communauté, et aussi se concentrer sur vraiment les vues politiques plus globales qui touchent tout le monde. Et je pense que ça serait bien, parce que je vois beaucoup d'appropriation. Quand j'étais en Russie, j'étais genre journaliste, et j'ai écrit un article là-dessous sur l'appropriation politique et sur comment Hillary Clinton, mais les autres politiciens aussi, genre Barack Obama aussi, comment ils appropriaient les luttes LGBT, alors qu'il y a genre 15 ans, c'était aussi Hillary Clinton et Barack Obama qui s'opposaient au mariage pour tous, etc. Et du coup, je suis toujours très méfiante de n'importe quel pouvoir, quel que soit genre privé ou public, essayer de s'accaparer de la communauté LGBT. Et du coup, je pense que il faut question the power, il faut toujours questionner le pouvoir qui est en place, et pas se concentrer tellement sur les discours qui sont internes à la communauté. Comment est-ce que tu pratiques au quotidien ce questionnement? Est-ce que tu as des activités militantes? D'un côté, je veux vraiment mener une vraie activité politique qui est matérielle et qui change des choses, mais je ne peux pas me permettre ça, parce que en même temps, je ne vais pas finir en prison, en isolation, dans une prison pour hommes. Et ce que je fais aujourd'hui, c'est que de mon côté, je passe un apprentissage en fait de la gestion de la demande d'asile. Je passe cet entraînement à l'ARDIS. Et du coup, ce que je compte faire dans l'avenir, c'est aider les autres personnes migrantes de déposer leur demande d'asile, d'écrire leur récit à l'OFPRA et de passer l'entretien. Et du coup, je pense que c'est un militantisme qui est très important, même si c'est pas une action genre radicale qui changera des choses. En fait, faire ça, c'est corriger peu à peu les maux du système, mais tu restes toujours dans le cadre très limité. Mais je peux me permettre ça. Et
aussi, je suis étudiante à l'université. Je participe à l'activité syndicale. Je fais partie d'un syndicat à Paris 3. Et là, évidemment, c'est aussi une question très politique parce qu'en ce moment, la France elle a passé une loi qui augmente les frais d'inscription pour les étrangers. C'était 200 € l'année dernière. Aujourd'hui, les étrangers qui veulent venir faire les études en France, ils devront payer 2000 € par an pour une licence, 3000 € par an pour un master. Et du coup, évidemment, c'est une mesure xénophobe qui a été adoptée pour exclure les étudiants qui viennent d'Afrique, qui viennent de pays pauvres, quoi. Et c'est une volonté de la part de la France de gérer la migration qui vient, même si c'est une migration tout à fait légale et tout à fait positive pour le pays. Ils ne veulent juste pas avoir des personnes noires dans les couloirs de fac. Et du coup, là, je suis concerné par ça aussi. Du coup, c'est absolument pertinent pour moi de mener ce combat-là. Parce que l'accès à l'éducation, je pense que c'est très important pour les migrants. Moi, si je parle français, si j'ai appris le français en 15 mois, et si je parle couramment aujourd'hui, c'est grâce aux professeurs à la fac que je rencontrais, grâce aux gens qui me donnaient des leçons. Du coup, je trouve que c'est absolument important. Et de plus, il n'y a pas de cours de français qui sont fournis par l'État aux demandeurs d'asile. Il n'y en a pas, c'est donné par les bénévoles. Ça n'existe pas, les cours de l'État donnés par les professionnels aux demandeurs d'asile. Et après, quand vous recevez votre statut de réfugié, vous allez avoir juste 5 semaines de cours de français donnés par les professionnels. Mais du coup, je connais personne qui a appris une langue en 5 semaines. C'est impossible. Et donc, pour moi, l'accès aux universités pour les demandeurs d'asile et pour les réfugiés et pour les personnes sans papier, c'est très important comme un combat politique et comme un but politique. Et aussi, à notre côté, je m'occupe aussi de la gestion de la piscine pour les personnes trans. Je suis administratrice d'une section de la piscine d'acceptance trans qui est ouverte aux personnes trans. Sur Facebook, on peut trouver la page de la piscine, ça s'appelle Ozone le genre. Et du coup, c'est une section de piscine qui est ouverte une fois par semaine, 2 heures, et c'est très chouette. Et je pense que c'est aussi très important comme un combat politique parce qu'on sait que les personnes trans en France ne peuvent pas aller à la piscine, pas vraiment, si par exemple leur niveau de passing n'est pas assez développé, si elles ont commencé leur transition récemment. Je sais que ta demande d'asile a été récemment acceptée. Qu'est-ce que ça te fait? Qu'est-ce que ça change pour toi? Quand j'ai lu que la décision était positive, je ne pouvais même pas me sentir joyeuse parce que j'avais tellement mal le matin. Et en plus, ce qui n'aide pas du tout, c'est le fait que le document me gênerait, genre le document de la décision positive me gênerait. Il y avait, si vous lisez les lettres, il y avait genre 20 messieurs. Monsieur, on vous informe, monsieur, on vous prévient, monsieur, etc. Et du coup, en fait, ce qui est absurde à propos de demande d'asile pour les personnes trans en France, c'est que il y a beaucoup de personnes trans qui fuient leur pays parce elles ne peuvent pas changer leurs documents dans leur pays. Par exemple, c'est mon cas. Je ne peux pas changer mes documents en Russie pour un tas de raisons. Et du coup, je viens en France pour demander l'asile pour la persécution personnelle que je subis et pour la persécution étatique qui existe en Russie envers les personnes trans. Du coup, je viens en France pour fuir ce problème d'impossibilité de changer les documents. Mais ici, je suis traité de la même manière. Pendant que je suis en ma demande d'asile, je ne peux pas changer les documents. Je peux le faire juste après l'obtention de l'asile. Du coup, j'ai envoyé ma demande d'asile au mois de juin 2018. Ça fait déjà un an et demi que j'attends. Et pendant tout ce temps-là, j'étais deadnamé dans les documents. Mais tu vois, il y a un manque de logique, c'est illogique en fait, parce que si un pays peut accorder l'asile à une personne trans, logiquement, ce même pays doit pouvoir laisser
à ces personnes trans de changer leur état civil pendant la procédure de la demande d'asile. Parce que sinon, ça créait genre une situation absurde dans laquelle j'étais, parce qu'à chaque fois que je dois présenter mes documents à un médecin, à un secrétaire, à la pharmacie, non, pas à la pharmacie, à la polyclinique, à un hôpital, à chaque fois que je viens à la préfecture et je suis outé par mes documents aux personnes cis à la préfecture, à chaque fois, je m'expose à l'humiliation qui arrive assez souvent. Par exemple, je viens à la préfecture et il y a un homme cis qui est derrière le guichet. Il prend mon récépissé, il voit mon état civil, il voit mon dead name. Et là, je le vois, il est genre juste en face de moi. Il se lève, il va voir son pote, son collègue, un autre homme. Il lui montre le document, il braque le doigt sur la photo et après sur l'état civil et sur mon dead name. Et ils rigolent tous les deux en étant genre séparés de moi par 2 mètres juste devant moi. Et du coup, à chaque fois que ça m'arrive, bah, je pense à la absurdité profonde de cette logique où on accorde l'asile aux personnes trans, mais en même temps on les mégenre. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le processus de la demande d'asile, ça peut durer genre énormément de temps. Et j'ai attendu 17 mois, mais il y a des personnes qui ont dû attendre 3 ans. Et après, si votre demande est refusée, il faut faire un appel. Un appel, ça peut prendre 2 ans de plus. Et du coup, je suis soulagé quand même que j'ai reçu l'asile, mais parce que ça me permettra normalement dans 6 mois, quand j'aurai mon titre de séjour, de changer mon état civil, changer mon prénom, mon nom. Mais quand même, genre, la violence qui était cette lettre, qui me gênerait 20 fois, c'était pas agréable et ça m'a gâché un peu ces moments qui devaient être tellement importants. Pendant ces 17 mois, en fait, tu avais quoi comme statut? J'avais le statut de la demandeuse d'asile. C'est un statut qui n'accorde pas beaucoup disons, de privilèges, en fait. Quand tu es demandeur d'asile, quand tu es demandeuse d'asile, tu n'as pas de permission, de permis de travail. Contrairement à ce qui se passe dans beaucoup de pays d'Europe, par exemple en Autriche, en Allemagne, tu peux travailler même pendant ta demande d'asile. Et en fait, ça te rend dépendante complètement sur l'État et sur les gens que tu rencontres, sur leur bonté, je ne sais pas. Et du coup, je ne pouvais pas travailler ces 17 mois du tout. Ça te rend complètement dépendante sur l'État. L'État te paie une somme de 200 euros par mois. Mais du coup, de 200 euros, c'est à Paris, c'est presque rien. Du coup, en vrai, tu ne dépends même pas sur cette somme, tu dépends sur les associations qui t'aident avec la nourriture, qui t'aident avec le logement, qui t'aident avec les vêtements, etc. Tu dépends sur la communauté queer que tu rencontres. Et en plus, moi, ce que j'aime, c'est aussi la liberté politique. Mais en fait, en tant que demandeuse d'asile, je ne pouvais pas me permettre, par exemple, de participer à des manifestations qui ne sont pas autorisées par la préfecture, par exemple, parce qu'il y avait un risque que je serais, par exemple, si je vais à la manifestation de Gilets jaunes, il y avait un risque que je me ferais embarquer par la police. Mais pas seulement embarquer, mais je serais placé en centre de rétention administrative, ce qu'on appelle CRA, c'est en prison pour les migrants. Et là, il y avait un risque que ça peut vraiment dégénérer. Et en plus, comme j'ai dit dans le discours, les femmes trans en France sont a priori placées dans les prisons pour hommes. Et du coup, j'avais tellement peur de ça. Et en fait, c'était, comme je dis, c'était juste une prolongation des mêmes peurs et de la même paranoïa que j'avais en Russie. Parce qu'en Russie aussi, j'avais peur que si je participe à une manifestation, je serais arrêté par la police et je serais envoyé dans la prison pour hommes. Et je serais privé de, je sais pas, de mon traitement hormonal, de ma liberté. Et je serais là, je vais partager les mêmes couloirs, les mêmes bâtiments que les hommes. Et du coup, en France, c'était pareil, genre pendant mon processus de la demande d'asile, et même maintenant, et même en avenir, même après le fait que je change mon état civil, ce sera pareil, parce que, en fait, ce qui existe
dans les prisons françaises, c'est vraiment ignoble parce qu'en fait, même si vous avez changé votre état civil en tant que personne trans, il y a une fouille de parties génitaux et du coup, si vous n'avez pas fait l'opération, la chirurgie, un officier de prison va fouiller vos parties génitaux et va vous envoyer quand même dans la prison pour les hommes. Et en plus, ce qui est aussi absurde, c'est le fait que les femmes trans sont placées en isolation dans la prison pour hommes. Et du coup, les femmes trans sont privées d'activités qui sont fournies par l'État en prison. Les femmes trans ne peuvent pas accéder aux études, ne peuvent pas travailler ou faire quoi que ce soit en prison parce qu'elles sont placées dans cette caméra d'isolation et elles sont là 23 heures sur 24 et elles n'ont aucun contact avec qui que ce soit. Et du coup, c'est... moi je connais tout ça parce que j'ai parlé avec des gens qui ont subi ça et j'ai lu des articles, des entretiens. Du coup, je ne voulais pas du tout faire ça. Et maintenant, peut-être quand j'aurai mes papiers, peut-être j'aurai un peu moins peur. Mais c'est un risque qui existe toujours, qui menace toujours les migrants, quoi. Le fait qu'on ne sache pas exactement où placer une personne trans, en même temps, en t'écoutant, je me disais, ça atteste finalement encore du caractère subversif que ça représente, quoi. Ça reste inclassable et il faudrait pouvoir les mettre dans un endroit et les neutraliser. Je pense que j'ai pas lu, j'ai lu aucun livre de Paul Preciado, mais j'ai écouté plusieurs entretiens avec lui et il a dit une phrase avec laquelle je suis très d'accord. Il a dit que en fait, l'État, il possède une certaine réalité juridique, mais qui n'est plus adaptée à la complexité du monde actuel. Et du coup, l'État ne prend pas en compte les divergences, en fait, les divergences et les choses qui sont considérées comme pas normales par l'État, etc. Et la réalité, elle est devenue beaucoup plus complexe que la réalité juridique, en fait. Et du coup, je pense que c'est aussi le cas pour les demandeurs d'asile. C'est aussi pour ça que j'ai reçu cette lettre aujourd'hui, lettre type pour les hommes. Et c'est aussi pour ça que j'ai vécu 17 mois avec les documents qui me gêneraient. Ouais. Donc c'était tes 17 premiers mois en France. Oui. Pourquoi tu as choisi la France ? En fait, c'était assez aléatoire. Je ne savais pas beaucoup de choses sur la France. Ça peut paraître bizarre, mais je n'étais pas tellement intéressée par la France. J'étais plutôt curieuse à propos des États-Unis, etc. Du coup, je connaissais beaucoup de choses sur les États-Unis. Et du coup, je savais que les États-Unis, c'est l'enfer capitaliste qui, même dans les années d'Obama, était toujours xénophobe envers les migrants, parce que c'est pendant la période d'Obama qu'il y avait le plus de déportations dans l'histoire moderne des États-Unis. Il y a un record qui n'a pas été battu même par Trump, de 30 000 déportations par an, etc. Du coup, je savais que, en plus, il n'y a pas d'assurance maladie aux États-Unis, et si tu ne travailles pas, tu vas mourir. J'avais déjà une visa française qui datait de 5 ans. Du coup, j'ai décidé de faire une visa française parce que je me disais, j'étais déjà venu en France auparavant. Du coup, ils vont se dire que pourquoi pas lui donner une visa la deuxième fois. Et du coup, avec mes amis, on a acheté des billets d'avion les moins chers, mais en même temps les moins éloignés comme date pour partir le plus vite possible. Et du coup, c'est comme ça que je suis venu en France, à l'aéroport Charles de Gaulle, en ne sachant rien sur la France, presque, et en n'ayant pas de contact, en fait, d'association. En fait, je suis venu comme ça, pas du tout préparé, et je suis arrivé à 5 heures du matin, je crois, et je me suis assise sur un siège de Charles de Gaulle, dans l'aéroport Charles de Gaulle, et là, je ne savais pas quoi faire. Un jour après mon arrivée, j'arrive au bureau d'Acceptez Trans. Je monte l'escalier, et là, je rencontre pour la première fois
une association qui a été créée par les personnes trans, pour les personnes trans. Et c'était juste une coïncidence, mais il y a une autre association qui s'appelle Ardis, qui partageait les locaux avec Acceptes, parce que Ardis donnait des cours de français dans les locaux d'Acceptes. Et du coup, là, je rencontre un militant d'Ardis qui m'a aidé à déposer ma demande d'asile. Et c'est comme ça que ma demande d'asile a été lancée assez vite. Sur le réseau social en question, tu mets aussi tu écris à un moment donné, je crois que c'était, enfin non, je crois pas, je l'ai noté, c'est le 10 octobre, les valeurs françaises des années 2010, homéopathie, la notion de surdoué, entre guillemets, manif pour tous. Tu as quelque chose à ajouter? En fait, c'est une blague, bien sûr, mais je pense que ça exprime beaucoup les valeurs françaises actuelles. Parce que là, c'était une blague, c'était un riff, ce qu'on appelle en anglais un riff, sur le fait qu'on parle toujours des valeurs françaises dans les débats télévisés. On parle que les valeurs françaises, liberté, égalité, fraternité, mais du coup, je pense que n'importe quelle personne qui est opprimée par le système français, qui est opprimée, par exemple, par les conséquences coloniales, qui est opprimée par l'homophobie, par la transphobie, par le racisme systémique qui existe dans ce pays, n'importe quelle personne sait que ces valeurs ne veulent rien dire, et ça, c'est devenu juste un code pour tabasser sur les mêmes minorités. Par exemple, on dit que les minorités musulmanes ne veulent pas accepter, ne veulent pas adhérer aux valeurs françaises, etc. Mais du coup, je pense que vraiment, homéopathie, la notion de surdoué et manif pour tous, tout ça, c'est stupide. Et ça exprime vraiment les valeurs que je vois parmi les personnes du classe moyen en France, genre. Sur la page, j'ai vu un slogan que j'ai trouvé intriguant. Russie is queer as fuck. Est-ce que la Russie, pour toi, c'est queer? Je voulais dire, c'était une pancarte que je portais à la première marche de la fierté. Genre, c'était juste un mois après de mon arrivée en France. Et pour moi, c'était très, très fort. En tant que personne russe qui est invisibilisée. Et, en fait, on est le pays qui est un des pays les plus homophobes du monde. Je crois que c'est, au premier place, c'est Georgia. Et après, c'est nous. Et du coup, c'est juste un renversement. C'était vraiment un renversement de ce qui se passe actuellement. Mais cette Russie, elle existe. Cette Russie qui est queer, elle existe, mais elle est morcelisée, elle est partout. Elle est en Norvège, en France, aux États-Unis, parce que c'est une Russie émigrée. La Russie queer, elle est partout, elle s'est répandue dans tous les pays du monde. Et là, cette Russie qui est queer, elle attend le changement d'ordre social et politique en Russie. Je pense que si l'ordre de Poutine finit un jour, je pense que beaucoup de gens vont revenir en Russie, y compris, je pense, moi, parce que beaucoup de choses me lient à la Russie. Et du coup, là, peut-être, la Russie sera un peu queer. Et pour ce qui est de la politique nationale et le fait que pour l'instant tu sois en France et que tu t'impliques beaucoup en termes de militantisme, est-ce que tu as une représentation ou une idée de ce que pourront être, par exemple, les valeurs dans la France des années 2020, enfin là, demain, dans les temps qui viennent? Je pense que c'est possible que ça nous arrive la même chose qui arrivait déjà dans beaucoup de pays du monde. Ce que je dis dans le discours, c'est que la France peut devenir fasciste et elle est déjà en train de devenir parce qu'on voit que la rhétorique de Front National, par exemple, envers les migrants et envers les musulmans, elle est de plus en plus adoptée par le parti qui règne, c'est-à-dire par le parti du Macron. Et du coup, il y a déjà ce procès de fascisation qui est en train de se mettre en place. Et je pense que c'est pas
ridicule ou absurde de dire que la France peut suivre l'exemple du Brésil, des États-Unis, de l'Autriche, de Pologne, de Hongrie, d'Italie, etc., etc. Et je trouve que la situation peut devenir vraiment horrifiante. Et elle est différente même de la dernière fois, parce que dans les années 30, quand même, cette infestation fasciste, elle n'était pas tellement répandue. Au moins, il y avait un bloc de pays, c'est-à-dire Angleterre, Union soviétique, États-Unis, qui n'étaient pas fascistes et qui avaient la volonté de se battre contre cette menace fasciste. Pas forcément parce qu'ils étaient intolérants envers le fascisme lui-même pour les raisons politiques, mais là, on se trouve dans le moment où la plupart des pays, la plupart des puissances mondiales deviennent très, très de droite et de plus en plus ouvertement fascistes. Et là, il y aura aucune puissance mondiale qui pourra s'opposer à ça. Et si vous voyez, par exemple, des réunions de puissance mondiale qui se mettent en place tous les ans, à chaque fois, ça devient de plus en plus absurde parce que tu vois 7 personnes autour de la table. C'est le président des États-Unis, le président du Canada, le président de la France, un chancellor de l'Allemagne, président du Japon, je ne sais pas, de la Chine. Et tu vois que genre 5 personnes sur 6 ce sont des têtes d'État très autoritaires et déjà très de droite. Mais du coup, je ne pense pas que ce soit un peu simple que ça arrive en France aussi. Et logiquement, qu'est-ce que ça sera? Ce sera le Rassemblement national qui est de plus en plus fort électoralement. Et là, on va vraiment rigoler parce que les politiques qui existent déjà, qui sont très très dures envers les minorités, envers les migrants avant tout et envers les pauvres, et envers les personnes marginalisées, elles vont s'endurcir encore davantage. Et je pense que ce sera vraiment, je ne sais pas, dur de vivre ici pour les personnes comme moi, par exemple. Je ne vois pas une alternative à ça parce que ceux qui sont le plus à gauche, ils adoptent quand même certaines rhétoriques du Front National en pensant que ce soit populaire avec le peuple, que le peuple il est vraiment profondément raciste, profondément xénophobe. Et du coup, on voit que même les partis à gauche, ils adoptent les mêmes rhétoriques parfois. Alors, qu'est-ce qui te donne envie de poursuivre? Qu'est-ce qui te donne envie de te battre aujourd'hui? Est-ce que tu te nourris de personnages, de personnes qui t'ouvrent la voie? Tu as évoqué précédemment l'association qui t'a accueilli, Acceptes. En fait, quand je suis arrivé en France et quand je suis entré pour la première fois dans les locaux d'Acceptes, j'ai rencontré Giovanna Rancon, qui est militante pour cette association. Elle est créatrice de cette association. Et après, je l'ai vu dans de nombreuses manifestations pour les droits trans, etc. Par exemple, ce fameux rassemblement après le meurtre de Vanessa Campos, Giovanna était là. Et ça m'a tellement inspiré parce que avant elle et avant Acceptes, je ne voyais jamais les personnes trans qui se battent pour leurs droits et qui se battent pour la justice et qui ne sont pas impuissantes. Et c'était trop inspirant pour moi et je dirais qu'elle et les autres figures je ne sais pas, révolutionnaires qui existent dans le monde, c'est souvent les femmes. Elles m'inspirent beaucoup. Je me demandais si tu pouvais partager justement un livre ou un film ou une exposition ou une musique, je ne sais pas, qui récemment t'ont inspiré. Je ne sais pas si c'est cliché de dire ça, mais récemment, genre il y a 3 ou 4 mois, j'ai regardé le film Les Garçons Sauvages de Bertrand Mandico et ça m'a beaucoup perturbé et inspiré parce que c'est très particulier, très, très unique. Je sais que beaucoup de gens disent que c'est un film misogyne, etc. Mais je trouve que s'il y a un film à propos du genre
qui mérite d'être vu, c'est Les Garçons Sauvages, parce que c'est vraiment quelque chose qui te perturbe, qui te trouble. C'est très, très séduisant et très bizarre, très, très bizarre. Là, on voit vraiment une imagination très particulière. Et je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça. Et pour les recommandations, genre en général culturelles, je pense que je pourrais recommander beaucoup du rap russe, mais vu que j'imagine que peu de gens qui écouteront ce podcast parlent russe, ça c'est pas la peine parce que il faut connaître les textes, il faut comprendre ce qui est dit et il faut être russe, je pense aussi. Parce que aussi, ce qui est intéressant à propos de la Russie et à propos de l'ambiance russe, c'est que c'est défini par l'architecture qui a été construite dans les années 60 à l'Union soviétique, quand on construisait beaucoup de tours, beaucoup de HLM, de logements sociaux typiques. Et du coup, en fait, la Russie d'aujourd'hui, c'est des villes entières du logement typique qui est le même, tu peux marcher dans n'importe quelle rue et tu as l'impression d'être à la fois partout et nulle part parce que les rues sont les mêmes. Tu regardes dans la fenêtre et tu vois genre un paysage infini de ces bâtiments et c'est très écrasant, très déprimant. Et du coup, c'est l'esthétique russe qui est explorée dans le rap russe. Et pour vraiment sentir ça, il faut vivre en Russie, il faut savoir ce que c'est un peu l'architecture typique. Merci Sacha. Бросил курево я полгода назад где-то. Просто до меня дошло, от сиги кайфа нету. Может, в школе она мне и добавляла крутости. А теперь коричневые зубы и с дыхалкой трудности. Потом решил, что больше выпивать не буду. Слишком часто стал я быковать, опустошив посуду. Утром настроение, так скажем, No Impurities, c'est le titre du morceau dont vous venez d'entendre un extrait et c'est interprété par un groupe de rap russe qui s'appelle EMB Bird. Sacha vous a aussi recommandé de voir ou de revoir Les Garçons Sauvages de Bertrand Mandico, sorti en salle en 2018. Pour lecture, quant à nous, on vous suggère l'essai de Béatrice Preciado, Testo Junkie, Sexe, drogue et biopolitique, paru chez Grasset en 2008. Vous retrouverez toutes les références culturelles dans le texte de présentation du podcast, ainsi que les liens vers les associations. Merci infiniment d'avoir écouté Khalas. Vous l'avez compris, c'est le lancement. On a besoin de vous pour faire connaître notre podcast. Partagez-le si vous l'avez apprécié. On se retrouve rapidement pour un deuxième épisode avec une ou un nouvel invité.